Alors, au coin de ma rue, aujourd'hui, j'ai croisé Christophe Robert. Christophe Robert, c'est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. C'est la meilleure personne pour répondre à une question existentielle et au paradoxe originel auquel tente de répondre ce podcast. C'est pourquoi depuis 10 ans, tous les présidents de la République, et même depuis plus longtemps, s'engagent à ce qu'il n'y ait plus personne qui dorme dans la rue, alors qu'aujourd'hui on décompte 330 000 sans domicile fixe en France. Au coin de ma rue, j'ai croisé Romain Rivaton, Guillaume Autier, Frédéric Hutzmann, Corinne Joly, Christophe Robert, Isabelle Ray-Lefebvre, Olivier Descamps. Comme une abondance. C'est quoi des punchlines, j'imagine? Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500 logements ont changé de performance énergétique, alors que l'objectif était de 80 000, 20 000, 20 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade. Mais enfin, c'est une copropriété. Au coin de ma rue. Bonjour Christophe, merci Bonjour. d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Initialement, vous aviez un doctorat en sociologie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours ? Alors moi, mon parcours, il est plutôt marqué côté études, recherche, donc sociologue de formation. J'ai effectivement un doctorat où j'ai travaillé sur la question de l'exclusion, notamment des populations gens du voyage, les questions d'habitat. Et puis pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans un cabinet d'études qui menait des travaux de recherche, d'études pour la commande publique, pour des associations, pour des collectivités territoriales. Et puis j'ai créé en 2004 le service études à la Fondation. La Fondation Abbé Pierre avait déjà un rapport, mais il y avait beaucoup de contributions de chercheurs extérieurs, bien sûr de la Fondation, mais ils ont ressenti à ce moment-là le besoin d'internaliser le suivi de ce rapport, des analyses, des travaux de recherche. Et donc j'ai créé le service études, et puis progressivement j'ai occupé d'autres fonctions au sein de la Fondation Abbé Pierre, dont je suis aujourd'hui délégué général. Ok, super. On va beaucoup revenir sur ce fameux rapport qui, chaque année, revient dans l'actualité et est extrêmement suivi par notamment le monde politique. Est-ce que juste avant, vous pouvez nous parler un petit peu de votre relation je crois que vous avez rejoint la Fondation Abbé Pierre juste avant la disparition de l'Abbé Pierre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... est-ce que vous l'avez connu? Est-ce qu'il vous a inspiré d'une quelconque manière? Alors oui, je l'ai connu. Effectivement, il m'a inspiré, comme il a beaucoup inspiré la Fondation. Sur le fond, clairement, ce qui est très inspirant, c'est la double dimension qui consiste à dire il y a des gens qui sont dans la galère, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en situation d'exclusion, de mal logement, de précarité, qui sont discriminés. Et il est nécessaire que chacun, à son niveau, en tant que citoyen, en tant qu'association, fondation, responsable politique, nous contribuons à apporter une réponse concrète aux personnes. Donc il y a l'enjeu de l'action concrète qui recoupe ce que fait la Fondation, puisque la Fondation, son modèle, c'est recueillir des dons de la générosité du public et que ces dons se transforment en réponse aux mal logés, soit directement par la Fondation, mais plus souvent par le biais d'associations qu'on va financer pour construire du logement, rénover des logements, créer des lieux d'accès aux droits, des espaces dédiés aux personnes sans domicile. Donc il y a la dimension action qui est très forte dans la Fondation, mais qui était dans les plus de 60 ans de combat de l'Abbé Pierre. Mais derrière cette action, il y a toujours eu, dans le combat de l'Abbé Pierre, qui a été résistant, qui a été député, l'idée de dire, oui, mais enfin, voilà, ça suffira sans doute pas d'apporter un soutien, une aide à un moment, aussi nécessaire soit-elle. Il faut inverser les logiques, c'est-à-dire qu'il faut inverser les logiques par la réponse politique, par la distribution des richesses, par le partage, par la solidarité, de façon à ce que les défaillances, par exemple, de la politique publique, des politiques publiques, soient comblées au fil des années, des mois, des décennies, pour pouvoir apporter des réponses dignes. Donc il y a un combat politique, non partisan, au sens où on n'est pas un parti politique, mais il y a une volonté, et c'est là où s'inscrit ce rapport, c'est dans cet esprit que s'inscrit ce rapport, c'est-à-dire d'apporter des éléments de compréhension sur des phénomènes méconnus, mais aussi d'évaluer les politiques publiques et d'être force de proposition. Et puis, par rapport, moi, à la rencontre que j'ai pu avoir avec l'abbé Pierre, ce qui m'avait stupéfait, c'est quand on allait dans son petit coin de vie à Alfortville, qui était très, très modeste, à chaque fois qu'on arrivait avec un projet ou des résultats de projet, ça passait vite les réponses, c'est-à-dire dire ouais, c'est bien, vous avez fait ça, c'est super, bravo, c'est bien, mais les autres, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait là des bidonvilles, j'ai entendu. À chaque fois, vous étiez tout content d'apporter quelque chose qui était de l'ordre de la réponse à des personnes en difficulté ou une bataille gagnée sur le plan politique. Vous disiez ok, c'est bien, c'est très bien, bravo, mais d'emblée, on attaquait sur tout ce qui restait à faire. Donc, je crois que c'est ce qui le qualifiait, en tout cas moi, dans la rencontre que j'ai pu avoir, comme on va dire un infatigable combattant.
Incroyable. Et est-ce que vous sentez que cet esprit-là perdure aujourd'hui dans la Fondation ? Est-ce que vous sentez encore cette âme vivre aujourd'hui ? Oui, dans la Fondation, très clairement, je crois plus largement dans le mouvement Emmaüs. Ça, c'est sûr. En revanche, on voit un certain nombre de batailles compliquées, politiques notamment, avec le Parlement ou avec des gouvernements successifs, et on s'aperçoit qu'il nous manque. Et peut-être une autre petite réflexion aussi, c'est qu'on s'aperçoit que les jeunes, allez, on va dire de moins 15, 14, 15 ans aujourd'hui, ne connaissent pas forcément l'abbé Pierre. Donc on a aussi, à la Fondation, une responsabilité autour de la mémoire de l'abbé Pierre, et on travaille à ce sujet pour essayer de faire connaître son combat, le faire partager à d'autres, parce que ça peut donner des idées, ça peut donner de la force. Ok, super intéressant. En fait, on vous a invité dans ce podcast parce que ça fait plusieurs années que tous les candidats à la présidentielle promettent qu'il y aura 0 sans-abri, et c'était le cas d'Emmanuel Macron, c'est le cas de Nicolas Sarkozy avant lui. Il y a 5 ans, il avait prononcé un discours où il avait dit « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus ». Et quand on regarde les chiffres, et notamment le rapport que vous produisez, on s'aperçoit qu'il y a environ 300 000 sans-abri, si je ne dis pas de bêtises, en France. Sans domicile. Sans Ce qui domicile. n'est pas pareil. Alors, vous allez nous expliquer la sémantique. Ouais. Et c'est un chiffre qui a visiblement doublé depuis 10 ans. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui l'impuissance des pouvoirs publics sur le sujet ? Alors, d'abord, côté définition, Ouais. on parle ici d'un chiffre, on met dans ce rapport d'ailleurs 330 000 personnes sans domicile fixe, Ouais. au sens de l'INSEE. C'est-à-dire que ça recouvre des personnes sans abri, mais aussi des personnes qui peuvent être dans des hôtels sociaux, par exemple en hébergement d'urgence. D'accord. Donc, Et on c'est a une idée de la différent. proportion ? C'est difficile parce que on parle de 25, 30 000, la statistique publique, mais on sait que c'est plus de D'accord. sans-abri. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de données D'accord. suffisamment fiables pour le qualifier. Or, alors que la notion de sans-domicile renvoie à différentes catégories de situations, sans-abri, personnes en hébergement d'urgence, en centre d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile, enfin, il y a toute une panoplie de définitions retenues par l'INSEE, et c'est ce qui fait que, alors qu'il va y avoir une nouvelle enquête INSEE sur la question des sans-domicile à venir, qui est annoncée, nous, en remplissant les différentes cases qui composent la catégorie sans-domicile, on constate qu'on est plutôt à 300 000, 330 000, ce que la Cour des comptes d'ailleurs a confirmé dans son rapport il y a maintenant 1 an et demi, ce qui voudrait dire effectivement un doublement depuis 2010, vous avez raison, c'est-à-dire depuis 2012, la dernière enquête de l'INSEE sur le sujet. Donc un chiffre préoccupant. Alors, l'analyse de pourquoi nous en sommes là, elle est assez complexe, mais il faut comprendre une chose qui est très importante. Le fait de se retrouver sans abri ou de faire appel à la solidarité via l'hébergement d'urgence, par exemple en appelant le 115 et donc en trouvant peut-être pour certains qui ont la chance d'avoir une solution qui leur sont proposées quand ils appellent le 115, un hôtel social par exemple, mais pour quelques nuits, quelques semaines, peut-être quelques mois, mais sans savoir de quoi va être fait le lendemain. En réalité, le nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation d'être sans abri ou sans domicile, c'est le fait de politiques insatisfaisante en amont à bien des niveaux. Je m'explique. Quand des jeunes sortent de l'aide sociale à l'enfance, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, selon les territoires, sans solution de logement, ça provoque des risques très importants de se retrouver à un moment ou à un autre potentiellement sans domicile ou sans abri. On le voit à travers les statistiques des personnes sans abri et sans domicile. Quand des personnes sortent de prison sans solution de logement, quand des personnes ont des difficultés psychiques et ne trouvent pas de soins adaptés, alors qu'il y a une trentaine, quarantaine d'années, on a fermé les lits psychiatriques, mais on n'a pas forcément suivi de façon satisfaisante, et le secteur de la psychiatrie, par exemple, est un secteur en souffrance, en difficulté. Quand on ne mène pas une politique de prévention des expulsions locatives, on a des risques qu'une partie des personnes menacées d'expulsion ou expulsées se retrouvent sans domicile un jour. Quand une personne est victime de violences conjugales et doit quitter le foyer et qu'on ne trouve pas de solution, on peut se retrouver aussi à certains moments, quand on a des fragilités, où on n'a pas de solidarité de proximité, amicale, voisinage ou familiale. Ce que je veux dire par là, et on pourrait multiplier les situations qui font qu'en amont, avant d'être sans domicile ou de solliciter une aide, parce qu'on n'a pas de solution le soir venu en termes de logement, il y a tout un ensemble de politiques. Et donc les personnes qui défaillent en quelque sorte. Et donc du coup, vous allez retrouver... plus ces politiques sont affaiblies, plus il y aura de monde sans domicile ou sans abri. Ok, super clair. Et on n'a pas de, si vous voulez, de
politique long terme un peu sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si on arrive à bien identifier quelles sont les causes de personnes qui deviennent sans domicile fixe, on n'arrive pas à dire aujourd'hui il faut qu'on investisse sur ces projets-là et de politique sur le long terme sur ces sujets-là. Si, on sait ce qu'il faut faire. Parce que maintenant, si jamais je reprends l'analyse de pourquoi ce secteur ou ces personnes se retrouvent sans domicile, au fond, on sait que, par exemple, il faut beaucoup plus accompagner les personnes lorsqu'elles ont un contact avec une institution et se retrouvent éventuellement sans logement. Je suis à l'aide sociale à l'enfance, je vais quitter l'aide sociale à l'enfance qui m'a protégé pendant 6 ans parce que j'étais dans un foyer dangereux, un foyer familial dangereux. La collectivité se responsabilise, donc tend la main, protège nos jeunes mineurs, et puis quand ils vont devenir majeurs, à 18, 19, 20 ans, là on sait qu'il y a un moment de bascule. Or, évidemment, le secteur de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas lui qui va pouvoir forcément trouver des logements, mais on sait qu'à ce moment-là, il y a un risque de rupture ou de basculement. Vous voyez ? Comme pour la sortie de prison. Comme quand on rencontre, par exemple, en maternité, des femmes sans abri qui accouchent. Et là, vous êtes à la maternité, et ils disent « Ouais, mais vous avez un logement ?» « Bah non, vous n'avez pas de logement. » Et là, la maternité se dit « Waouh, mais on ne peut pas remettre quelqu'un à la rue, donc on la garde plus longtemps, ou on va lui proposer quelques nuitées d'hôtel. » Donc la connexion entre ces institutions-là, au moment où on connaît quelqu'un, et le secteur du logement d'insertion, le logement accompagné, de solutions sociales en matière de logement est essentiel. Et puis, en aval, on sait très bien que l'insuffisance de solutions en matière de logement accompagné pour des personnes qui auraient des difficultés, par exemple psychiques, ou de dépendance, ou l'offre adaptée en nombre de logements, adaptée aux ressources aussi, donc bas loyer, en dessous du marché, est insuffisante. Donc là, c'est la question de la production globale de solutions adaptées à ces situations financières ou sociales ou psychiques ou de dépendance. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années ? Nous avons ces situations. La collectivité n'est pas restée sans rien faire. Quand je dis la collectivité, c'est l'État, les collectivités locales, etc. Mais la solution à ces situations d'urgence a beaucoup été par des réponses d'urgence. Donc on a multiplié par un nombre très très important le nombre de places d'urgence, et notamment dans l'hôtel social. Or, ces places en hôtel social ne sont pas satisfaisantes pour les personnes, en particulier pour les familles, et en particulier quand ça dure. Pour quelques nuitées, quand quelqu'un est victime d'un conjoint violent, lui proposer un hébergement d'urgence, c'est une solution. Si derrière, on trouve une autre alternative plus durable, plus satisfaisante. Mais si ça dure, 6 mois, 1 an, parfois 4 ans, 5 ans, avec une famille, ça n'est pas satisfaisant, et c'est pas satisfaisant non plus pour les finances publiques, parce que ça coûte cher. Et donc, on voit bien qu'on a répondu avec des réponses d'urgence à des situations d'urgence, mais c'est pas ça dont nous avons besoin, et c'est là où nous plaidons pour la politique du logement d'abord, qui consiste à dire, au lieu de multiplier les réponses d'urgence ou pas satisfaisantes pour les gens et pour la collectivité, faisons du logement un des leviers de la réinsertion pour des personnes qui ont vécu des choses difficiles, pour des personnes qui ont des problèmes de dépendance, des problèmes de santé, des problèmes psychiques, des problèmes d'insertion. Accompagnons-les dans ce logement et on verra, et on a déjà fait la démonstration en fait, que le logement va être le vecteur de cette réinsertion. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ce qui a donné lieu au plan quinquennal Logement d'abord, qui part plutôt dans une bonne direction d'un point de vue de changement de politique publique, mais qui n'est pas monté en nombre suffisamment en puissance pour inverser les tendances. Ok, très clair. Et justement, à ce sujet, sur l'offre de logement, vous avez rejoint récemment, je ne sais plus à quelle date, mais le pacte du pouvoir de vivre qui formule 90 propositions pour un nouveau modèle de justice sociale et écologique. Quelles sont, parmi ces propositions, celles qui ont un impact direct sur l'offre de logement ? Alors, est-ce que, dans ce que vous dites, il faut plus de logement social ? Est-ce qu'il faut plus d'encadrement des loyers ? C'est quoi les propositions concrètes pour que on permette à plus de gens d'accéder à un logement, quoi ? Alors, d'abord, le pacte du pouvoir de vivre, effectivement, c'est une alliance qui a 4 ans maintenant, 4 ans, ouais. Qui rassemble des organisations associatives de lutte contre l'exclusion, associations écologistes, mutuelles, syndicats, qui partagent des valeurs communes et qui disent attention, il y a un paquet de chantiers devant nous, de défis, de crises auxquels il faut répondre, dont la crise du logement, mais aussi la crise écologique. Et par exemple sur la crise écologique, de dire il nous faut une transformation de nos modèles économiques, nos modèles de production, mais les réponses qu'il faut apporter pour répondre à la crise écologique doivent conserver l'attention portée aux plus fragiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement mener une transition écologique sans se préoccuper de quel impact cela aura sur les plus pauvres, les plus modestes, les classes moyennes inférieures.
tant dans les mesures qui sont prises dans le domaine du transport, par exemple l'interdiction des voitures thermiques neuves en 2035, ou les zones à faible émission de gaz à effet de serre. C'est sûr que si vous avez des sous, c'est pas gênant. Vous pourrez avoir une voiture critère 1, même un peu lourde, et vous pourrez rentrer dans les villes. Mais quid des autres? Donc, alternative au transport. Question aussi sur le logement et la rénovation thermique. Exactement, d'ailleurs c'était un argument des détracteurs des obligations sur la rénovation énergétique qui disait ça va sortir en fait des logements de l'offre et le fait pour les bailleurs de ne plus pouvoir louer ce logement parce qu'ils ont une étiquette énergétique trop F ou G, etc., va sortir ces logements. Donc comment est-ce qu'on concilie aussi cette obligation de rénovation énergétique et l'offre de logement? Alors si on prend cet exemple, d'abord, dire que nous n'avons pas le choix. Parce que le bâtiment est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, l'objectif, il est bon. Mettre à contribution très fortement le secteur du logement et du bâtiment est essentiel. La question, c'est comment nous le faisons, avec quel rythme, au terme d'obligation, avec quel soutien, avec quelles aides et quels effets sur l'ensemble de la population, des plus riches aux plus pauvres. Donc, sur la question de la rénovation thermique. D'abord, dire à ces détracteurs que vous venez d'évoquer, il y a 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Donc, ceux qui vivent dans des passoires thermiques, dans les 5,4 millions de logements dits passoires thermiques, sont avant tout, pour une grande part, les plus modestes, les plus pauvres ou des classes moyennes très inférieures. Pourquoi ? Vous n'allez pas, si vous avez des ressources très importantes, rester dans un logement sans le rénover ou ne pas changer de logement si vous avez les moyens, puisque vous allez dépenser un fric fou pour pouvoir vous chauffer convenablement, voire ne pas pouvoir vous chauffer. Donc ça n'a pas de sens. Donc ceux qui subissent de plein fouet la précarité énergétique sont d'abord les plus faibles, les plus fragiles, les plus à risque. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la loi énergie-climat et les interdictions que vous évoquez? Elles sont progressives, de sorte que là, on est sur un nombre de limité de logements qui est concerné au jour d'aujourd'hui. Mais ça va monter en puissance, comme pour les zones à faible émission. Et donc, la question, c'est d'accélérer les aides pour pouvoir encourager la rénovation thermique et faire que tout le monde puisse mener ces rénovations thermiques. Or, s'il y a eu des évolutions positives sur ce front, parce que la puissance publique a pris acte de tout ce que je viens de dire, et a dit on met des interdictions, mais on met aussi ma prime rénov', mais on va accompagner davantage les ménages, qu'est-ce que nous observons pour faire court ? C'est que s'il y a une augmentation du nombre d'interventions publiques dans ce domaine, ce sont souvent des monogestes. Ici, on change la chaudière, là, on va isoler les combles, ailleurs, on va changer les fenêtres. Or, ce qui est bon à la fois pour la planète et pour le pouvoir d'achat des ménages, c'est d'arriver à faire des rénovations performantes, globales. Premier point. Deuxième, donc il faut encourager ces rénovations-là. Deuxième point, très clairement, pour faire une rénovation performante globale, il faut parfois rajouter 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros quand on a déjà fait le tour de table de toutes les aides disponibles. Il faut donc impérativement beaucoup plus aider les ménages pauvres et modestes, sans quoi ils ne le feront pas, ces rénovations. Et ils seront les parents pauvres de cette évolution de la société qui s'impose à nous. Troisième élément, il faut accompagner les ménages parce que c'est très compliqué de mener ces démarches, d'aller chercher toutes les aides, de savoir ce que je dois faire quand. C'est très technique aussi, si vous voulez. Donc, il y a un besoin considérable d'accompagnement et partout sur le territoire. Vous avez écrit de nombreux livres. L'un d'entre eux s'intitule « Sortir du mal logement, c'est possible ». Comment on fait ? Comment est-ce que c'est possible ? Alors là, on est parti pour des heures. Non, peut-être dans la philosophie globale, parce que je vais essayer de ramasser quelques enseignements que nous, on a pu observer à la Fondation, on va dire, et analyser. D'abord, on se trompe de manière d'appréhender la question du logement d'un point de vue politique. Je m'explique. Souvent, on résume la question du logement à une question technique et financière. Or, c'est seulement en regardant l'impact de ce que la question du logement a sur notre société qu'on pourra le remettre à sa juste place dans l'échelle des priorités de l'action publique. Je m'explique. En fait, le logement, ce n'est pas qu'un problème de logement. Donc, ce n'est pas juste un nombre de logements à construire, à rénover, etc. C'est des impacts sur la santé, sur la vie de la famille, des impacts sur la scolarisation des enfants, des impacts sur la mobilité dans l'emploi. Parce que quand on ne peut pas bouger de logement ou quand c'est trop cher dans une ville, il y a des gens qui ne veulent pas y aller. Donc, une multitude d'impacts qu'on appréhende rarement comme ça. C'est-à-dire ceux qui le vivent le savent.
ceux qui travaillent sur le sujet le savent également, dans toute leur diversité. Je pense aux promoteurs immobiliers, aux banques, aux associations, aux agences immobilières. Souvent, on partage ce diagnostic-là. Et donc, si on prend toutes les incidences et les difficultés que peuvent créer le logement ou les solutions vers lesquelles il peut nous amener, je pense à son impact sur la question écologique, on l'a déjà dit, mais son impact sur l'emploi, sur le développement des territoires, et pas seulement dans les grandes villes et les métropoles. Si on regarde tout ça et qu'on se pose, se dit waouh, finalement le logement devrait occuper une place qui est équivalente à celle, allez, on va dire, de la santé, du travail, de l'emploi, de la santé. Je pensais au travail et je pensais à autre chose, mais ça m'échappe. Bref, vous aurez compris la logique. Il faut la placer en haut des priorités. Ça, c'est essentiel. Deuxièmement, pourquoi ça ne bouge pas autant qu'on pourrait l'imaginer au regard de ce que je viens de dire? Il y a plusieurs raisons. Quand on mène une bonne politique du logement, souvent les fruits, c'est assez long. Donc il faut de la continuité dans l'action publique. Et il faut donner à voir aux acteurs, dans leur ensemble du logement, vers quoi nous allons. Pas changer tous les 2 ans, pas changer tous les 3 ans. Parce que c'est un long paquebot, la politique du logement et l'action dans le domaine du logement. Ça ne se change pas comme ça, même pas comme l'emploi. C'est-à-dire qu'il peut aller plus vite dans le domaine de l'emploi. Et donc il faut dépasser le temps du politique. Un président de la République qui se lance dans une politique du logement, il faut accepter que peut-être les fruits de sa bonne politique, ça sera après son mandat de 5 ans, par exemple. Mais on peut aussi faire le parallèle avec les maires. Et puis, aussi, analyser pourquoi finalement, malgré qu'il y ait 4 millions de mal logés, plus 12 millions de personnes en situation de fragilité par rapport à leur logement, ce sont les chiffres que nous publions à la Fondation Abbé Pierre, eh bien, il n'y a pas plus de mouvements sociaux, par exemple. Eh bien, en fait, ce qu'on s'aperçoit avec les gens que nous, on aide à la Fondation ou les gens qu'on rencontre, c'est que chacun se dit, c'est déjà pas mal ce que j'ai. Ah, je vis dans un logement trop petit avec mes 3 enfants, ils sont tous les 3 dans la même chambre, même s'ils sont grands maintenant. Enfin, quand même, j'ai pas juste une pièce. Ah, mais j'ai juste une pièce. Oui, d'accord, mais j'ai pas un logement dangereux pour ma santé parce qu'il risque de s'effondrer. Ah oui, mais alors, j'ai un logement dangereux pour la santé, mais enfin, je suis pas dans un squat. Oui, mais là, je suis pas dans un squat, mais je suis pas à la rue. Chacun doit bien se débrouiller et se dit finalement, ce que j'ai, c'est déjà pas si mal que ça. Peut-être en dehors, évidemment, des sans-abri. Et donc, on voit bien que on ne sait pas bien aussi comment appréhender ce sujet. C'est pour ça que c'est un sujet complexe, mais c'est pour ça que c'est un sujet aussi qui est essentiel, parce qu'il est à la fois porteur de troubles et de souffrances, mais aussi de changements profonds et d'évolution de notre société. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a interviewé un certain nombre de personnes sur le logement aujourd'hui dans ce podcast, et à chaque fois c'est le même discours sur le fait que le logement est secondaire par rapport à plein de sujets, ça fait 20 ans qu'on dit la même chose et que ça ne fait pas partie des campagnes en matière politique, que le ministre du Logement a beaucoup moins d'importance que, mettons, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de la Santé, etc. Et alors, comment est-ce qu'on explique ce désamour pour les politiques du logement, quoi ? Déjà avec ce que je viens de dire, je pense que le temps de la politique du logement et des transformations liées au logement est long et souvent plus que les mandats, mais ça ne suffit pas à justifier qu'il ne faille pas s'y coller, puisque la politique est au service de la cité, elle n'est pas au service d'une réélection, par exemple. Bien sûr. Vous allez me dire que je suis peut-être utopique, mais enfin, il y a ce premier sujet. Il y a le deuxième sujet, c'est que c'est complexe aussi. Objectivement, c'est techniquement complexe. Et c'est complexe aussi du fait de la multitude d'acteurs. Le rôle de l'État, le rôle des collectivités, qui ont le maire, ou le président d'une agglomération, d'une intercommunalité, qui a la responsabilité du foncier. Est-ce qu'on construit ou pas? Ou si oui, qu'est-ce qu'on construit ou pas? Donc une multitude d'acteurs qui sont mobilisés, et puis ça coûte cher. Ça coûte cher de faire une politique du logement ou une politique de rénovation du logement. Mais ce ne sont pas des bonnes raisons. Ceci dit, ça n'a pas toujours été égal. Il y a eu... je ne sais pas, moi, dans les années 90, la politique du logement des personnes défavorisées que menait le ministre du Logement, Louis Besson, maire de Chambéry à l'époque, qui a été 2 fois ministre, qui a permis des avancées très significatives. Je pense au plan de cohésion sociale et tout ce qui a été développé en matière de rénovation urbaine avec Jean-Louis Borloo, pour prendre 2 bords différents. On voit bien que là, il y a eu des mobilisations fortes dont les effets sont perceptibles aujourd'hui. Et dans l'évaluation des politiques publiques et dans les effets que ça a produit sur les territoires, pour les gens et les acteurs du logement. Donc, il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer.
Simplement, c'est épuisant de constater à quel point on peut partager des diagnostics avec des acteurs d'horizons divers et voir à quel point c'est si peu bien traité. Et ben, espérons qu'avec ce podcast, on apporte notre petite pierre à l'édifice et qu'on permette à des gens de s'investir sur le sujet. Il y a une question qu'on aime bien poser aux invités de ce podcast, c'est si demain, justement, vous étiez nommé ministre du Logement, ce serait quoi votre première mesure ? Alors, une première mesure, Ouais. c'est pas la mesure. Une première mesure. Je redonnerai la capacité d'agir aux bailleurs sociaux qui a été fortement amputée depuis 6 ans, budgétairement. Pourquoi ? Parce que le logement social, c'est ce qui permet de produire du logement de qualité durablement, plus de 100 ans, en dessous du marché, et répondre aux besoins tant des plus pauvres que des classes moyennes inférieures qui rencontrent des difficultés pour se loger à proximité de leur lieu de travail. Très clair. Une superbe première mesure. Mais j'en aurais plutôt 20 derrière qui suivront. Oui, ça je m'en doute. C'est Ouais. bien la preuve. Comme chaque année, la Fondation Abbé Pierre a présenté le rapport sur le mal logement, en présence notamment du ministre. Le rapport souligne le fait qu'en 2022, ça a été une année de transition, avec très peu de mesures concrètes. Comment est-ce qu'a réagi le ministre face à ce constat ? J'imagine que c'est jamais facile d'être ministre quand on reçoit le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Mais ce ne sont pas des rapports qui sont faits pour faire plaisir aux ministres. Ce sont des rapports qui sont là pour analyser la situation, rendre visible des choses qu'on ne regarde pas, souvent, et puis d'essayer d'être force de proposition. Donc, ce n'est pas le sujet. En revanche, on partage assez régulièrement avec les ministres successifs, et c'est le cas d'Olivier Klein aujourd'hui, sur le diagnostic et comment il faudrait faire. C'est la raison pour laquelle on a accepté la Fondation de s'engager dans le Conseil national de la refondation sur le volet logement. L'idée étant de dire, voilà, si on peut apporter quelque chose pour essayer de faire bouger les politiques publiques, faisons-le. Ça, c'est vraiment dans l'esprit de l'abbé Pierre. Ce qui ne nous empêche pas, dans un rapport comme celui-là, de constater que d'abord, il n'y avait pas de ministre du logement dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron de son second quinquennat. Donc ça a mis du temps, donc déjà ça dit quelque chose. Qu'ensuite, ce que nous avions pointé dans le bilan du premier quinquennat n'a pas fait l'objet aujourd'hui de recalage. Je pense notamment aux ponctions très fortes qu'il y a eu sur les fonds propres des bailleurs sociaux. Je pense à la baisse des APL. Je pense globalement au fait que le budget du logement a fortement baissé. Le budget de l'État dédié au logement a fortement baissé parce que le gouvernement considère que c'est un endroit où on peut faire des économies. Et je pense, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, que c'est une erreur fondamentale. Donc on va voir ce qu'il advient dans le prochain projet de loi de finances. En revanche, dans le premier projet de loi de finances, on a continué ces coupes importantes. Et ça, on va en payer le prix à un moment ou à un autre. La politique, par exemple, du logement social, elle a plus de 100 ans dans notre pays. Beaucoup de pays européens nous envient ce modèle qui repose sur l'épargne des ménages des classes populaires et qui permet de faire des prêts avantageux, mais avec des contraintes derrière de niveau de loyer. Il y a un œil qui est porté par la collectivité, par la puissance publique sur ce que font les bailleurs sociaux. Ça a permis quand même, en plus de 100 ans, de produire plus de 4,5 millions de logements. Il y a nécessité que le ministère du Logement trouve davantage sa place dans les débats avec Bercy, dans les débats avec la Première ministre, dans les débats avec le Président de la République. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, comme vous le disiez, que ce ministère du Logement occupe une autre place. Et c'est difficile. Okay. C'est souvent difficile. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'impact qu'a eu le Covid sur le logement et sur ce que vous avez pu constater dans les rapports sur les personnes notamment qui étaient du coup sans domicile fixe, comment ces personnes-là ont vécu cette période-là? Alors, du côté des personnes sans domicile fixe, ça a été un moment assez particulier parce que d'abord, le mot d'ordre dans notre pays, c'était « restez chez vous ». Mais enfin, si j'ai pas de chez moi, rester chez moi, c'est compliqué. Et là, on a eu, pour le coup, dans le travail avec le gouvernement, un travail de proximité, tant pour identifier les problèmes majeurs, que pour avoir des réactions très rapides de la puissance publique, locale comme nationale, des maires, des préfets, comme au niveau du gouvernement. Et donc, cette période-là a donné lieu à l'ouverture. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la solution durable, mais situation d'urgence, Covid, réponse d'urgence, 40 000 nouvelles places d'hébergement d'urgence, qui a permis de
sensiblement réduire les difficultés qu'on mesure à travers le nombre d'appels au 115. Vous savez, ce numéro, pour les personnes qui ne savent pas où est-ce qu'elles vont pouvoir dormir le soir venu, a considérablement réduit. Les demandes non pourvues des appels au 115 considérablement diminué. Il y a même des villes où il y avait quasiment plus personne qui se retrouvait sans solution en appelant le 115. Certains ne l'appelaient plus, mais... Donc une vraie réponse, et puis ces places, le gouvernement a décidé de les maintenir dans la durée. Bon. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, etc., mais il y a eu une attention qui a été portée. Ça n'est pas la réponse durable, donc ça reste entier, le problème que j'évoquais tout à l'heure, mais pendant la crise, il y a eu cette réalité-là. La deuxième que nous, on a pu observer, c'est que tout un pan de la population, malgré le soutien fort de l'État, à travers le fonds de garantie, à travers des aides qui ont pu être apportées assez importantes pendant la crise Covid, il y a des gens qui sont passés au travers du mail des filets de l'aide. Je donne des exemples. Il y a par exemple des aides qui ont pu être apportées aux bénéficiaires des APL, aux bénéficiaires du RSA, mais enfin, si par exemple vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas une aide puisque vous n'avez pas les APL. Si vous n'avez pas le RSA, ce qui est le cas en France pour les jeunes de moins de 25 ans en rupture familiale, vous n'aviez pas de logement, pas de RSA, donc pas d'APL, pas de RSA, donc pas d'aide. C'est le cas de beaucoup de monde qui se sont trouvés en difficulté. Je pense à tous ceux qui travaillent dans l'économie souterraine, qui n'étaient par définition pas aidés par les mesures de l'État, qu'on a vu arriver et nous demander même des aides pour pouvoir s'alimenter convenablement. Donc nous, on a dû débloquer en urgence un fonds d'urgence très important. On a fait appel à dons pour distribuer des chèques services pour les personnes, pour de l'alimentaire, pour des couches, pour du lait pour les bébés. Donc on a eu très peur à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de solidarité aussi qui sont exprimées. Et puis, qu'est-ce qu'on a constaté ? Sur le front du logement, eh bien, une fois n'est pas coutume, mais toujours les mêmes, c'est-à-dire en difficulté. Bien sûr, les sans-domicile, mais il y a quand même eu un certain nombre de réponses, mais je prends un exemple. Les personnes qui vivent en situation de surpeuplement dans leur logement, qui est une des catégories de mal-logement, eh bien, il y a eu une surinfection importante et une surmortalité importante, notamment dans les quartiers populaires, du fait de la promiscuité liée au surpeuplement dans le logement. Donc, ça a été aussi, à nouveau, j'allais dire, parce qu'on ne découvrait rien, mais un révélateur du fait que les personnes qui sont mal logées, je le disais tout à l'heure, les 12 millions de précaires énergétiques, c'était plus dur encore, parce qu'il fallait rester chez soi. Donc, on reste dans un logement en fait, qui nous rend malade, et on y reste plus que d'habitude, parce que confinement, c'est dur. Quand on est en surpeuplement, c'était encore plus dur à vivre avec sa famille, mais aussi d'un point de vue sanitaire, du point de vue santé. Donc, on a là pu mesurer à nouveau, ou encore plus, ou parfois de façon nouvelle, des fragilités qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elles sont encore là, dans les conditions de vie au quotidien des ménages qui sont concernés. Et alors, vous parliez justement des aides que peut apporter la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu je ne sais pas s'il y a un budget, s'il y a un montant de dons que vous faites aux associations par an ou que vous faites aux personnes directement. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des chiffres sur le sujet ? Alors d'abord, sur comment ça fonctionne, notre choix c'est de ne pas forcément faire appel aux subventions publiques pour garder une indépendance d'action et de plaidoyer. Donc, malgré tout, on a quelques subventions publiques sur des actions qu'on mène en propre, avec nos propres salariés ou bénévoles, dans les territoires. Et là, on prend les subventions ou locales ou nationales. Mais 98% de notre budget, 97% selon les années, relève de la générosité du public. Et nous reversons une très très forte partie de ces dons, soit en actions que nous menons directement, je pense à des accueils de jour pour personnes sans domicile, par exemple, soit en finançant des associations. Et c'est souvent le cas en finançant des associations. Donc on finance à peu près 800 projets par an que vont mener 400, 500 associations en France et à l'étranger. Ok, très clair. C'est considérable. Il y a eu récemment pas mal de débats à l'Assemblée nationale sur une loi, la loi Kasbarian, sur la loi anti-squat. Qui était en cours de discussion. Alors je ne sais pas si elle a été abandonnée depuis, mais il y a eu pas mal de débats sur le sujet. Il y a eu aussi des reportages télévisés sur le sujet, des articles de presse sur le squat, etc. Vous avez eu une position assez tranchée sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce que vous pouvez nous parler de la position de la Fondation Abbé Pierre sur le sujet du squat et sur l'état de la législation actuelle ? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, elle est en cours de discussion au Parlement. Elle est en ce moment même, aujourd'hui même,
en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, après avoir fait une première lecture à l'Assemblée et au Sénat. C'est une sale histoire. On est parti en fait de quelques situations de personnes dont le domicile avait pu être squatté, mais en fait on s'apercevait, donc très médiatisé, mais en fait c'était pas si clair que ça, parce qu'en fait c'était des situations un peu particulières de propriétaires qui voulaient récupérer leur logement, donc ils disaient que leur domicile était squatté, enfin bref, ça part de quelques situations qui ne sont pas inexistantes, hein, mais vraiment très très minoritaires, et de dire, bon, partant de ce constat-là en disant, vous vous rendez compte, vous auriez votre canapé qui pourrait être squatté du jour au lendemain dans votre propre domicile. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez la possibilité immédiatement de faire expulser quelqu'un qui squatterait votre domicile. De là, de cette espèce de mauvaise manière d'appréhender le sujet, deux orientations de cette loi dite Kasbarian, anti-squat, sont apparues. L'une qui ne concerne pas du tout les personnes dans leur domicile, mais ce qu'on appelle des squats de hangars désaffectés, même qui ne servent pas économiquement, donc on va dire de bâtiments économiques, y compris vides, dans lesquels peuvent se réfugier des personnes parce qu'elles n'ont pas d'autre solution, quelques nuitées, quelques semaines, quelques mois, et que l'on criminalise avec cette loi, jusqu'à des peines d'emprisonnement. Et puis, avançant dans le débat, on s'aperçoit que finalement, on va plus seulement parler de squat, ni de domicile ou de bâtiments économiques, y compris sans activité, mais de locataires en difficulté de paiement, à qui on va réduire les délais, par exemple, que peuvent accorder les juges lorsqu'ils sont en difficulté de paiement, parce que le juge va dire, écoutez, voilà, il a repris le paiement, on va donner un délai pour éviter l'expulsion, parce que l'expulsion, ce n'est pas une solution, même s'il ne faut pas pénaliser le propriétaire, parce qu'il doit pouvoir être dédommagé s'il y a des mesures de justice qui diffèrent l'expulsion. Donc on est parti d'un truc qui relève des squats de domicile, qui est complètement marginal, vers des squats de hangars économiques, d'ailleurs, que l'on peut aussi expulser, avec un temps plus long que celui du domicile, pour ensuite finir sur la question des locataires. Donc, une très mauvaise histoire. Et j'ai envie de dire que si cette loi passe en l'état, c'est bien triste pour notre pays, parce que je crois que ce qui doit nous occuper, nos forces économiques, nos forces législatives, nos forces associatives, nos forces citoyennes, c'est de tout faire pour éviter que les personnes se retrouvent ou expulsées de leur logement, ou en situation de devoir dormir dehors, ou dormir dans un bâtiment public abandonné ou dans un bâtiment même privé abandonné. Écoutez, j'espère qu'il y a un certain nombre de députés qui nous écoutent et qui voteront en conséquence. On arrive à un moment du podcast où on pose un certain nombre de questions un peu ping-pong assez rapidement. Donc, est-ce qu'il faut plus ou moins de mesures de rénovation énergétique ? Ça veut dire quoi, mesure de rénovation énergétique ? Ça veut dire de la contrainte pour les propriétaires d'engager des travaux de rénovation énergétique. Je pense qu'on est bien là. On est bien ? Interdiction. Il faut sans doute plus d'aide pour un certain nombre qui rencontrent des difficultés pour les mener. Donc plus d'aide, plus de financement ? Ouais. Pour aider les propriétaires à mettre des logements sur le marché qui soient... propriétaires occupants à vivre dans de meilleures conditions, quand ils n'ont pas des ressources pour faire les rénovations, ou propriétaires bailleurs, pour qu'ils puissent mettre ces logements en état au regard des interdictions aussi. Ça marche plus ou moins de taxes pour les propriétaires ? Alors, ça dépend. C'est-à-dire que sur les plus-values, dans certains territoires très tendus, pour faire vite, il y a des plus-values excessives qui sont opérées. Je ne parle pas de celui qui a un logement à vendre. Je parle de ceux qui sont des investisseurs. Quand de 2000 à 2012, pour dire les choses assez simplement et rapidement, de 2000 à 2012, les prix de l'immobilier doublent en France, globalement, mais à des endroits ça triple, etc. Si vous avez la capacité d'acheter 10 logements à 100 000 euros, vous les avez revendus 10 ans après 200 000 euros. Vous faites des culbutes très importantes. Et il nous semble qu'il peut y avoir une fiscalité locale sur les plus-values qui peut servir à répondre aux autres besoins en construction de logements sociaux ou de réponse sociale dans la zone considérée. Donc pas forcément une fiscalité d'État, mais qui pourrait être ce qu'on appelle une contribution de solidarité urbaine à l'échelle locale. Très clair. Plus ou moins de taxes sur la succession ? Plus. Plus. Pourquoi ? Parce que c'est
par là que l'on peut redistribuer fortement. Alors quand je dis plus, attention, je voudrais préciser parce que je sais que ça n'est pas du tout toujours compris. En fait, beaucoup de gens ne payent pas d'impôt sur la succession. Ils en sont exonérés. Alors l'idée, c'est de ne pas rajouter de personnes qui devraient être fiscalisées. Donc les personnes qui sont exonérées aujourd'hui continueraient à l'être. D'accord ? Il ne s'agit pas de faire entrer davantage de personnes qui vont payer l'impôt sur les successions. Mais je pense à des successions, donc au-dessus de ceux qui sont exonérés, ou de la part qui est exonérée, il y a des paliers. C'est comme les impôts sur les revenus. Vous avez des tranches. Et en modifiant un tout petit peu le curseur sur les parties les plus hautes, et de façon plus progressive, sans changer considérablement, ce n'est pas pour avoir un impôt confiscatoire, vous redonnez des marges de manœuvre fiscales extrêmement importantes. Or, on ne pourra pas mener la transition écologique, on ne pourra pas mener la bataille contre le mal logement, on ne pourra pas mener la bataille contre la précarité, la pauvreté et le creusement des inégalités sans davantage de ressources pour le logement, pour la santé, pour les routes, pour la sécurité. Et donc, il y a là, à l'occasion de la transmission du patrimoine, des possibilités de fiscaliser à peine plus un certain nombre de transmissions, pas celles qui sont déjà exonérées, pour se redonner des marges de manœuvre pour agir. Parfait. Puisse le gouvernement vous entendre. On arrive à la fin de l'épisode. Quelle personne vous nous recommanderiez d'inviter pour parler du logement qui, selon vous, a une compétence particulière sur le sujet ou une expérience intéressante à partager ? Vous auriez pu me prévenir. C'est pas le principe de l'émission. Du logement. Un maire qui construit du logement. Qui ça ? Allez, quelqu'un qu'on a associé dans le Conseil national de la refondation logement que je co-anime avec différents animateurs de groupes de travail que nous avons constitués pour l'occasion. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevenden. Ok, très clair. Et si on avait une question à lui poser, ce serait quoi ? Pourquoi choisissez-vous de faire du logement une de vos priorités ? Parfait. Et merci beaucoup pour votre temps, Christophe, aujourd'hui. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au coin de ma rue. Bonne journée à tous. Au revoir.